On voit bien aujourd'hui que, faute de nous opposer à cette guerre, cet illimitisme de Donald Trump s'accélère. Et le résultat, c'est que c'est nous qui payons l'addition. Ne l'oublions pas, les Américains, entre le Moyen-Orient et les États-Unis, il y a une mer et il y a un océan. Nous sommes dans la proximité de ces conflits et c'est nous qui en payons le prix. Mais si demain, s'il y a demain un risque migratoire, s'il y a un risque terroriste, et le risque terroriste, c'est pas quelque chose d'hypothétique, il est là. S'il y a un risque de prolifération qui s'accroît dans les prochaines années, nous serons ceux qui payent l'addition. Vous faites le constat de deux hommes sans limite. Si je vous suis, Donald Trump et Benjamin Netanyahou, peut-être pour des raisons différentes. Quelle peut être la voix de la France? Vous avez été l'homme à la tribune de l'ONU qui a dit non, il y a plus de 20 ans de ça, à la guerre en Irak. Aujourd'hui, au-delà de la condamnation, bien sûr, on voit bien qu'aujourd'hui, on se fâche avec Donald Trump, mais qu'on n'ose pas aller trop loin. On a peur de plein de choses, des droits de l'homme ou d'autres choses. Au-delà des mots pour condamner aujourd'hui cette guerre et la façon dont elle est faite, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors d'abord, au-delà des mots, encore faudrait-il employer les mots. Vous trouvez que la France ne les utilise pas? Je n'ai pas entendu un discours, je n'ai pas entendu une prise de position des Européens qui traduisent le rejet, la condamnation de la politique menée par Donald Trump. Peut-être parce qu'ils sont divisés entre les Espagnols qui interdisent le survol de leurs avions, la France qui l'interdit mais pas tout le temps, les Anglais qui se font taper sur les doigts, l'Europe qui a le téléphone, quel numéro de téléphone. Peut-être. Mais il n'empêche que l'un des grands dirigeants de cette Europe, et je pense qu'il revient à la France de jouer ce rôle, pourrait s'élever et poser clairement cette opposition. On voit bien aujourd'hui que, faute de nous opposer à cette guerre, cet illimitisme de Donald Trump s'accélère. Et le résultat, c'est que c'est nous qui payons l'addition. Ne l'oublions pas, les Américains, entre le Moyen-Orient et les États-Unis, il y a une mer et il y a un océan. Nous sommes dans la proximité de ces conflits et c'est nous qui en payons le prix. Mais si demain, s'il y a demain un risque migratoire, s'il y a un risque terroriste, et le risque terroriste, c'est pas quelque chose d'hypothétique, il est là. S'il y a un risque de prolifération qui s'accroît dans les prochaines années, nous serons ceux qui payent l'addition. C'est pour cela que les Européens doivent marquer clairement le rapport de force vis-à-vis des États-Unis. Nous ne sommes plus dans le même bateau. Nous n'avons plus les mêmes intérêts. Et nous devons le dire aux États-Unis. Quelles qu'en soient les conséquences, je ne fais pas partie de ceux qui sont en faveur de la politique du pire. Je ne crois pas qu'il nous appartient aujourd'hui de quitter l'OTAN, mais jouons désormais entièrement dans le cadre du pilier européen de l'OTAN, accélérons nos efforts, faisons un effort supplémentaire pour, entre Européens, être capables de prendre la relève. Parce qu'il y a un risque supplémentaire. C'est que les États-Unis laissent tomber l'Ukraine et que l'Ukraine se retrouve face à une Russie qui tire quelques bénéfices de la situation actuelle, notamment du fait de sa rente pétrolière. J'essaye de remettre de la réalité de l'Europe quand je vous écoute. On a du mal à construire simplement un avion avec les Allemands. Si demain, effectivement, un homme ou une femme en Europe se lève pour dire ces quatre vérités à Donald Trump et que, imaginons que ce soit Emmanuel Macron, et que dans la foulée, les États-Unis nous mettent 30% de droits de douane, est-ce que vous ne reviendrez pas sur ce plateau pour dire c'est scandaleux, il ne fallait pas aller jusque-là? C'est-à-dire, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voix en Europe qui ont envie de se fâcher avec Donald Trump, mais qu'elles n'osent pas parce qu'il a aussi la toute-puissance économique. Mais il ne s'agit pas de se fâcher avec Donald Trump. Il s'agit tout simplement de prévenir Donald Trump de ce qui va se passer. Et vous pensez vraiment qu'on peut lui faire peur? Mais en 2003, qu'est-ce qui s'est passé avec Jacques Chirac? Nous avons dit à George Bush ce qui allait se passer. Et il y allait quand même. Et le chaos en a été la conséquence. Et il y allait quand même comme aujourd'hui. Vous croyez que le peuple américain n'est pas capable, à 5 mois des échéances des midterms, de se rendre compte que ce type d'aventure, encore et encore, conduit et les États-Unis, et le Moyen-Orient, et l'économie. Donc notre espoir, c'est le peuple américain. Et l'économie. Mais notre espoir, c'est la démocratie. Notre espoir, c'est de ne pas infantiliser nos peuples. Notre espoir, c'est de rester capable de mener des politiques humaines. C'est d'être capable de mener le monde avec réalisme. C'est les 3/4 de la planète qui sont en attente d'un leadership européen. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas les 3/4 de la planète qui votent pour élire le président américain, mais les citoyens américains. Oui, mais au bout du compte, l'addition risque d'être encore plus redoutable pour Donald Trump. Mais une fois de plus, si personne ne dit à Donald Trump son fait, si personne ne prévient Donald Trump des risques qu'il prend, non seulement aujourd'hui pour les soldats américains, mais pour l'ensemble de la planète, nous sommes tous aujourd'hui à subir les conséquences de cette politique
qui a une traduction dans le déséquilibre économique du monde tragique. Eh bien, je pense que ça mérite au moins que les Européens aient le sursaut, la dignité de dire les choses aux États-Unis et au reste du monde. Et dans cette addition de la guerre dont vous parlez, Dominique de Villepin, il y a évidemment la flambée des carburants. Vous allez nous dire dans un instant ce que vous feriez si vous étiez aujourd'hui en responsabilité. Mais est-ce que vous seriez cigale ou fourmi? Est-ce que vous diriez je saupoudre, je vise les professions qui souffrent le plus, ou j'ouvre grand les vannes et tant pis pour le déficit? Je serais responsable. Oui, mais... Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Permettez-moi de le dire. Responsable, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut protéger les plus vulnérables. Et en particulier ceux qui, dans notre territoire, subissent les conséquences tragiques et ne peuvent plus travailler, ne peuvent plus utiliser leur voiture. Et c'est pour cela que je suis pour que les maires et les intercommunalités puissent distribuer des chèques carburant à ceux qui, en dessous d'un certain seuil de ressources, ne peuvent pas aujourd'hui travailler. Deuxièmement... Pardon, des chèques carburant pour tous les automobilistes en dessous d'un certain seuil de revenus? Non. Pour ceux qui, dans les territoires, ont absolument besoin de leur voiture. Si vous êtes à Paris, vous prenez le métro, vous prenez le bus, il y a d'autres moyens. Dans les grandes villes, c'est le cas. Qui les finance, ces chèques carburant? Eh bien, c'est à partir des moyens dont nous disposons, des ressources dont nous disposons, encore, même si la pelote s'est beaucoup rétrécie compte tenu de l'état de nos finances publiques, que nous pouvons dégager une marge. Donc je suis pour des aides ciblées. On l'a fait pour les producteurs. Vous avez un montant en tête? Ça, le gouvernement est bien placé pour le faire. Le gouvernement, il a dit 70 millions pour l'instant sur les professions les plus ciblées uniquement. Il ne pourra pas en rester là. Il faudra et il faut prendre en compte cette réalité-là. Deuxièmement, il faut une politique d'écrêtement. L'écrêtement, ça veut dire que quand les prix vont monter au-delà d'un certain seuil, prenons 2,50 €, eh bien, il faudra alors faire en sorte que nous puissions, quand le prix baissera, écréter. C'est-à-dire qu'à périmètre constant, nous allons lisser. C'est-à-dire qu'on fixe pour plusieurs mois le prix à 2,50 €. Quand il est au-dessus, c'est l'État qui paye. Exactement. Quand il est en dessous, il se rembourse. Exactement. C'est-à-dire que c'est un système qui permet d'établir une sorte de caisse de compensation. Si ça ne redescend pas? Eh bien, si ça ne redescend pas, on peut quand même penser qu'il y a un principe de réalité qui jouera et que ce ne sera pas seulement les Européens qui s'opposeront alors à Donald Trump. Il y a aujourd'hui, je crois, troisième élément qu'il faut prendre en compte tenu du fait que nous voyons qu'il y a un certain nombre de rentes et de super profits qui sont dégagés, en particulier par les pétroliers. Il faut que l'ensemble de ces super profits puisse être restitué. Il n'y a pas de raison que dans cette période-là, quiconque puisse faire des marges importantes. Donc qu'il s'agisse... Pour les citer, il faut une taxe sur les profits Total. C'est ce que vous demandez par exemple? De profits au minimum. Et les distributeurs sont susceptibles également d'en faire. Mettons en place un dispositif qui permettra de faire la lumière. Il ne s'agit pas de faire un procès d'intention à quiconque. Il s'agit de poser un principe de justice. Les Français veulent la clarté et ils veulent la justice. À partir de là, eh bien effectivement, nous mesurerons combien nous avons encore un effort à faire en matière d'électrification. Ça veut dire que contrairement à ce qui a été fait depuis quelques années, où nous avons commencé à tourner le dos à notre effort écologique, nous avons besoin d'avancer dans la voie de la décarbonation. Il y a là un effort puissant qu'il faut faire. Ça veut dire que tôt ou tard, les politiques se payent et quand on ne fait pas ce qu'on doit, eh bien, on s'en trouve en difficulté. Et d'un mot nationalisé Total, comme le propose Fabien Roussel chez les communistes? Non, je n'irai pas jusque-là. Je crois qu'il faut raison garder. Mais en tout état de cause, dans cette période exceptionnelle, ne pas accepter une rente des bénéfices indus, je crois que c'est la moindre des choses.